Monsieur Matos, je me permets, comme je l'ai fait pour les autres intervenants, de vous présenter uniquement avec des éléments que vous nous avez communiqués. Vous avez une double formation, ingénieur INSA, encore l'INSA, décidément, c'est omniprésent ce soir, de Toulouse d'une part, et vous êtes aussi chorégraphe. Votre formation de danseur s'est faite entre autres auprès de Merce Cunningham à New York, mais aussi de David Gordon, fondateur du mouvement postmoderne Johnson Church, rien que ça. À votre retour en France en 1983, vous créez la compagnie Cadence, rejoint 5 ans plus tard par Anne Holst. Alors, très tôt, vous vous intéressez à la rencontre des langages du corps et de ceux de l'image, ce qui vous amène, en dehors de vos créations chorégraphiques, à enseigner à l'INSA, à l'Université Paris 8, à l'École nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise, aux universités de Toulouse, de Montpellier 2 et de Toulouse-Le Mirail, qu'on appelle Jean Jaurès. Parlez-nous de vos chorégraphies. Pourquoi avez-vous intégré le numérique? Comment ça vous a pris, entre guillemets, si je me permets la chose. Voilà, la parole est à vous. Bonsoir, excusez-moi pour le petit délai microphonique. Je bois comme du petit lait toutes les paroles de tous les intervenants. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir, hein. Il y a plusieurs approches, presque du point de vue artistique, compositionnel, philosophique. Enfin bref, il y aurait matière à faire bien des heures de discussion entre les approches de l'hyper-abstraction jusqu'à celle qui touche justement au terme qui est un terme que j'utilise beaucoup, qui est celui de la proprioception, et qui d'ailleurs balaye tout un tas de questionnements quant à la réalité virtuelle. Et sa relative perte, hein, je dis bien relative. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a l'ensemble dans cette conférence de beaucoup d'éléments, du plus plastique au plus technologique, au plus musical. J'ai plaisir effectivement à avoir écouté la musique de Rodolphe. Enfin bref, il y a là une assemblée avec laquelle j'ai grand plaisir à échanger. Donc ma participation va être relativement modeste parce que elle est un petit peu, comment dirais-je, presque un peu en décalage par rapport à tout ce qui a été mis en place, puisque notre approche touche essentiellement au corps et à cette difficile perception que l'on peut avoir quand le corps ose toucher au numérique sur un a priori global que je vis, que je ressens, que j'entends beaucoup dans le monde dans lequel j'évolue, qui est celui du monde de la danse. C'est une expression vraiment très répandue, comme quoi la technologie serait vraiment l'équivalent de cet outil majeur de mise à distance, justement, d'un corps expressif, émotionnel, ressentant, ressenti, et qui serait, et on a le droit de le penser, mis à distance d'autant plus que les technologies numériques avec lesquelles on fait, avec lesquelles on vit, sont de plus en plus invasives et de plus en plus ubiquitaires. Donc c'est vrai que là, il y a dès le départ un problème de fond. D'ailleurs, m'a fasciné du temps de mes études, puisque j'ai commencé un petit peu la danse alors que j'étais étudiant. Très vite, mes aptitudes à vouloir faire s'exprimer le corps m'ont amené plutôt sur le terrain artistique que sur le terrain de l'ingénierie, que j'ai quitté assez vite d'ailleurs. Bien qu'ayant eu la possibilité, en faisant l'INSA, de rencontrer beaucoup de gens qui aujourd'hui font tout à fait autre chose. Donc c'est vrai qu'à partir de ce questionnement qui anime le cœur de ma problématique artistique, j'ai une question que j'ai essayé de résumer pour trop long. Je vais vous montrer quelques extraits de vidéos qui se résumerait simplement à dire que si je tente, je dis bien je tente, parce que voilà, je n'ai pas les solutions, ce sont à chaque fois des visages de réponse, on va dire, de faire trouver un lien poétique entre le corps et le numérique, c'est celui d'imaginer qu'il y ait la possibilité, via l'utilisation de ces mêmes technologies qui, par essence, ont tendance à nous mettre à distance, de les utiliser donc pour, comment dirais-je, réincarner ce corps désincarné par les technologies. Donc, ça crée une sorte de boucle c'est le cas de le dire, de rétroactive, mais qui irait dans le sens d'une utopie. L'utopie, à l'instar de la dystopie, qui est le lieu du mal, et de
l'utopie qui est le lieu de ce que l'on peut rêver mais qui est inexistant. L'utopie, c'est le lieu du bon. Et par le bon, sans être angélique ni naïf, c'est d'imaginer donc des espaces poétiques où justement il y ait la possibilité d'une coexistence entre le corps et le numérique. Voilà, j'essaie de résumer un petit peu la philosophie, ou en tout cas le cœur de ce qui m'anime dans le projet que je mène au sein de la compagnie Cadence. Donc à partir de là, j'ai réuni quelques petits courts extraits. Je vais relativement peu parler, vous montrer plutôt des extraits qui touchent à, je dirais, deux territoires de création. Un qui est plutôt dans l'espace de ce que j'appelle des univers immersifs et contemplatifs, où le public est dans une relation relativement traditionnelle, assis dans son fauteuil, face à une scène, et où se passe tout le principe d'échange entre un public et une scène vivante, que sont les phénomènes d'empathie, d'échange, de perceptions diverses, de plusieurs couches de sens que peuvent offrir le corps dansant qui, à l'instar du théâtre ou de l'opéra, peut porter en soi, de par l'éventuel silence de sa parole, beaucoup de sens par rapport à la manière dont on peut interpréter le mouvement. Et où le technologique, en l'occurrence là, va être au service de ce que j'appellerais presque une amplification des sens, ou du moins une tentative de faire en sorte que le numérique nous donne à percevoir quelque chose peut-être qui est peut-être de l'ordre de l'invisible en ce qui concerne ces êtres humains sur le plateau. Alors pour ça, j'ai deux petits exemples que je vais vous présenter sous forme de vidéo, mais qui sont effectivement des extraits très très courts de spectacles qui font chacun dans l'ensemble à peu près 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est plus pour vous en donner une saveur en quelque sorte. Donc dans ce premier territoire, je vais vous présenter un extrait d'un projet qui a été réalisé l'an dernier, qui s'appelle Myself, co-réalisé avec un artiste du numérique qui s'appelle Antoine Schmitt, un garçon qui fait un travail particulièrement exceptionnel sur le plan de la création plastique numérique, et avec qui je partage une question un petit peu de fond, qui serait, si je la résume, qu'est-ce qui nous motive à bouger? Où se trouve l'origine du mouvement? Qu'est-ce qui fait que l'on bouge? Qu'est-ce qui fait que l'on a envie de bouger? Donc à partir de cette idée, on a co-créé avec la danseuse Marianne Masson un projet dans lequel des capteurs physiologiques sur son corps renvoient, via tout un dispositif de traitement, de filtrage et d'adaptation, des signaux non pas simplement anatomiques, mais des signaux qui tentent de traduire via le numérique ces états internes. Je ne parlerai pas d'émotion, ça serait un trop grand terme que d'aller jusque-là, mais au moins de traduire via ce double numérique avec lequel elle danse, en fait, une transcription visuelle et sonore de ses propres états internes pendant qu'elle se présente à nous. C'est parti. Parfait. Vous me dites si le son et l'image sont bien. Oui, Oui, c'est bon. Myself.
C'est bien passé? Oui, impeccable. Ok, Très super. bien, ça s'est très bien passé. Ok, merci. Désolé hein, pour ce petit contretemps. Ouais. Je laisse défiler, par respect pour mes compatriotes, Sûr. la liste du générique Théâtre Lorraine à Toulouse. et des soutiens qui ont permis à ce projet de se faire. Et notamment dans le cadre d'une collaboration avec un centre de recherche qui est à Gênes, qui s'appelle Infomous, qui nous a permis de mettre en place toute la plateforme de mise à distribution vers le traitement logiciel d'Antoine Schmitt, l'artiste numérique, des données provenant des capteurs physiologiques qui, en fait, en l'occurrence là, mesurent surtout des pressions musculaires. On a beaucoup travaillé sur des états de corps associés à des émotions, justement, qui puissent être mesurés par des pressions musculaires qui activent différemment selon voilà, les états dans lesquels on puisse se trouver. Donc voilà, ça c'était un petit peu dans le premier domaine, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, où le public est dans une sorte de relation, de situation plutôt de contemplation, hein, et où l'image numérique est comme une sorte de capaciteur à venir amplifier ce qui est de l'ordre de l'invisible. Donc après, sur un deuxième territoire, j'ai beaucoup travaillé ces temps récents. Je me concentre actuellement sur juste vous faire goûter un tout petit peu des créations récentes, hein, puisque le parcours de la compagnie est vraiment est de longue date et contient beaucoup le corps. Enfin, le corps de travail de la compagnie est assez plein. L'autre domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, qui est celui autour d'un questionnement sur le rapport au public. Alors, c'est vrai que depuis longtemps déjà, et même sans des outils technologiques, cette question du rapport au public, de la participation, de l'inclusion du public dans l'objet artistique m'a beaucoup intéressé. Et avec un certain nombre de collègues, à la fois artistiques et scientifiques, j'ai travaillé avec Sarah Fidli Alaoui, qui est chercheuse au LRI sur le plateau de Paris-Saclay. On s'est posé la question de comment utiliser une technologie très simple, qui serait celle de la téléphonie mobile, par exemple, pour pouvoir créer des spectacles dans lesquels le public est à même de pouvoir intervenir dans ce qui littéralement se passe devant ses yeux. Et de là sont nés deux projets. L'un qui s'appelle Narcissus Reflected, qui est une sorte de retranscription du mythe de Narcisse, couplé à une sorte de réexamen contemporain des 7 péchés capitaux, où le public est amené, un petit peu comme dans certaines sessions d'ailleurs que l'on trouve dans Black Mirror, à pouvoir voter sur ce qui se passe sur le plateau, à donner des notes aux danseurs, les apprécier, les désapprécier, faire qu'en quelque sorte, comme sur un plateau de télé-réalité, il y en a un qui gagne ou qui perd à la fin, et de créer en conséquence une sorte de relation comme ça très antinomique entre comment dirais-je, le vécu que l'on a traditionnellement des 7 péchés capitaux qui nous viennent de la religion judéo-chrétienne versus ces versions d'aujourd'hui, puisque en pointant parmi d'autres celles qui font presque de l'orgueil une vertu, on va dire. Donc ça, c'est l'extrait que je vais vous présenter de Narcissus Reflected. Et ensuite, je vous en présenterai un autre. C'est parti. Nous vous prions de vous munir de vos smartphones. Maintenant, activez le Wi-Fi et connectez-vous au réseau Narcissus. Nous vous invitons à voter.
Donc voilà un petit aperçu, évidemment, sous la forme d'un très, très, très court extrait, qui ne sont que des fragments pour alimenter le teaser. Mais effectivement, dans ce projet-là, qui semble être a priori très ludique, puisque le public est pratiquement impliqué de début jusqu'à la fin. Certains sont même tirés au sort dans la salle pour venir sur le plateau, filmer avec leur propre téléphone les danseurs qui les positionnent, qui les font bouger, les font danser, pique au cœur d'une question assez particulière qui est tout simplement notre rapport aux technologies les plus ubiquitaires qu'on puisse imaginer, que sont nos téléphones portables. Et dans cette relation, dans cette prolongation d'esprit de participation, on a imaginé ensuite dans la suite un projet qui est lui plus récent, qui a pris 2 versions. C'est là que je veux faire un peu le lien peut-être avec un certain nombre des autres participants qui ont présenté des projets comme Natalia, etc. Un projet qui lui aussi est participatif à 2 niveaux et qui a pris 2 versions. L'une est une version dite dans l'espace réel et physique, où le public, cette fois-ci, n'est pas sur ces sièges, mais littéralement partage dans le volume l'espace qu'ont les danseurs, en suivant des invitations, des instructions qu'ils reçoivent sur leur propre téléphone. Et donc, après, on en a fait une version que l'on a appelée Remixed, qui est une version à partager dans un espace digital, donc celui partagé à titre plus individuel via un casque de VR. Donc voilà, ça c'est quelques petits extraits d'une version du projet qui s'appelle RCO, Radical Choreographic Object, dans lequel, là, il n'y a plus de distinction entre la scène et la salle, où le public est convié, alors à désir, c'est-à-dire il n'est pas sollicité de manière intrusive, il peut y participer, comme il peut être en retrait, comme il peut aussi goûter à simplement voir ce qui se passe, et où tout le projet s'organise, une sorte de petite écologie sociale, on va dire, où le spectacle est entièrement le résultat de la manière dont les gens vont répondre aux invitations que, d'une part, les danseurs leur adressent physiquement, et aussi aux invitations croisées, parfois contradictoires, qu'ils reçoivent sur leur téléphone. Ce qui fait qu'à tout instant, les participants du public sont piqués au nerf de savoir est-ce que je suis ce qui a écrit sur mon téléphone, est-ce que je le laisse de côté, est-ce que je joue avec les danseurs, est-ce que je reste à l'extérieur, est-ce que je quitte la salle. Tout est possible. Donc voilà un petit extrait de RCO.
Donc, j'enchaîne directement avec le RCO version réalité virtuelle, qui est très court, vous allez le voir, très très court, mais ça donne une idée de la manière dont on a transposé ce projet, justement pour On faire… voit sur la vidéo là. Hein. Donc, je repasse. Le voilà, RCO Remix. Voilà. Donc là, c'est vraiment très court hein, et c'est en petite taille. Hein. Donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a proposé au public de vivre une expérience un petit peu décalée par rapport au projet RCO d'origine, dans lequel, grâce aux lunettes de réalité virtuelle, les participants sont invités à se déplacer eux-mêmes physiquement pour avoir accès à l'univers dans lequel se déroule la chorégraphie. Donc derrière ça, il y a quand même l'idée d'amener petit à petit, voir des univers dans lesquels le participatif touche au corporel. Donc mettre les utilisateurs hein, de ces différents outils à eux-mêmes se mobiliser physiquement, sinon tout simplement ils n'ont pas accès à l'univers. Et c'est en passant sous une porte imaginaire que Ah, je n'ai pas envoyé le bon. Ça doit être… attendez voir. Petite manip ici. Le voilà. C'est très court. Hein. Voilà, c'est très très court, hein. C'est juste pour donner un petit aperçu de la chose. Parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, à raconter, à parler. On est assez protéiforme. On travaille aussi actuellement sur un projet. C'est pour ça que j'avais envie d'avoir vos adresses, puisque le vendredi qui vient, nous faisons une présentation en ligne. Ça sera diffusé sur YouTube Live d'une sorte de premier projet de danse en téléprésence que nous faisons avec des partenaires à Madrid, en Espagne, d'une part, et à Casablanca, au Maroc, d'autre part. On va lancer l'idée d'une sorte de petite performance d'échange sensoriel. On l'a appelé désalignement en ligne, intimité étrange, où justement plusieurs danseurs dans ces trois villes, dans ces trois lieux, vont tenter de partager quelque chose qui est justement de l'ordre de la proprioception, le terme qui était utilisé tout à l'heure par l'ami qui est parti tout à l'heure, là, Benjamin Moreno. Et bon, voilà, donc ça c'est pour vendredi prochain. Et sinon, voilà, j'aurais énormément de choses à vous dire parce qu'on essaie de travailler sur plusieurs terrains. Mais comme je le disais au tout début, ce qui m'importe avant tout, c'est d'essayer d'imaginer dans la transversalité que nous propose le rapport au technologique, mais aussi le rapport de co-recherche avec des scientifiques, à imaginer ensemble des univers dans lesquels ce petit corps que nous sommes puisse trouver le plus de place possible et peut-être regagner un petit peu ce qu'il a perdu sur toutes ces décennies de technologie galopante. À partir de là, beaucoup de choses sont possibles, les univers sont ouverts. Moi, j'ai personnellement l'impression qu'une vie ne sera jamais suffisante pour explorer tous les possibles de ce côté-là. On est quelques-uns, par-ci, par-là, sur la planète, à travailler dans le spectacle vivant là-dessus, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, au Japon et bien d'autres pays. Et là, j'ai plaisir à échanger justement, puisque pour moi, la transversalité, c'est aussi ça, hein, c'est de travailler et de pouvoir partager ces expériences avec des personnes qui sont dans d'autres univers, qui travaillent dans d'autres approches esthétiques, et peut-être de soulever une question qui me semble être commune et qui revient presque à celle qu'avait évoquée Marc Loisel tout à l'heure au début, de me dire, c'est un peu une sorte de petite pique que je lance exprès, un peu comme la parole du diable, est-ce qu'on ne serait pas après tout, tous nous-mêmes, le résultat d'un programme que l'on suit, que l'on construit au jour le jour, à la minute, à la seconde. Voilà, c'est une question peut-être plus philosophique que j'ai envie de lancer en débat.
et qui ouvre vers ce qu'on pourrait appeler les nouvelles mythologies en train de se construire.